Alors, pour débuter, je rappellerai les apports de la vaccination en citant le professeur Stanley Plotkin, qui est le père de la vaccination contre la rubéole et qui a écrit que aucun progrès technologique à part l'assainissement des eaux, y compris les antibiotiques, n'a eu autant d'influence sur la réduction de la mortalité et la croissance de la population mondiale. Et en effet, l'OMS estime que la vaccination évite à peu près 2 à 3 millions de décès par an, et il est habituellement considéré que la vaccination est une des, et même probablement l'intervention de santé publique la plus efficace. Alors, cette efficacité, on peut la documenter à partir des données des pays industrialisés. Et ici, vous avez les États-Unis, où vous voyez où on compare le nombre de cas de maladies avant et après la mise en place des programmes de vaccination, avec des réductions qui vont de 90 à 100%, 100% pour la polio, 100% pour la variole, etc. Donc, indiscutable efficacité. La politique vaccinale en France, ça vient d'être rappelé, la politique vaccinale est la prérogative du ministre chargé de la Santé. Ce ministre s'appuie sur une expertise scientifique qui est dévolue à la Commission technique des vaccinations, qui est actuellement localisée à la HAS, et qui va émettre des recommandations vaccinales. Et qui se doit d'émettre des recommandations vaccinales équitables. Alors, qu'est-ce que j'appelle des recommandations vaccinales équitables? Eh bien, ce sont des recommandations qui sont issues de structures ayant des compétences pluridisciplinaires. Et ce qui veut dire qu'au sein de la structure d'expertise, il doit y avoir une large représentation de toutes les spécialités intéressés par la vaccination. Et je peux vous assurer, je ne vous ai pas donné la liste des membres des spécialités de la CTV actuellement, mais je peux vous assurer qu'effectivement, ceci est le cas, et même la CTV actuellement inclut aussi des représentants des associations de patients. Deuxième condition pour émettre des recommandations équitables, les experts doivent être indépendants. Indépendants, c'est-à-dire que le choix de ces experts doit exclure ceux qui ont des conflits d'intérêts. Et c'est une procédure qui a été mise en place depuis bien longtemps, notamment au sein du Haut Conseil de la santé publique précédemment, mais qui a été encore tout à fait renforcée au niveau de la HAS. Et enfin, la troisième condition pour que ces recommandations soient équitables, c'est qu'elles soient evidence-based. Evidence-based, alors en pratique, comment fait-on des recommandations evidence-based? Eh bien, sont prises en compte les données épidémiologiques, nationales, internationales, concernant les maladies à prévenir, quelle est leur incidence, quel est le taux d'hospitalisation, quelle est la mortalité. Et ceci, confronté à les données sur l'efficacité et la tolérance du vaccin, va permettre d'évaluer la balance bénéfice-risque, non pas à l'échelon individuel comme le font les agences réglementaires, mais à l'échelon de la population française. Et ceci donc provient notamment du dossier d'AMM qui a permis d'obtenir au vaccin d'obtenir une AMM, mais également à partir d'une revue systématique de la littérature qui permet de faire des recommandations hiérarchisées en s'appuyant sur le niveau de preuve. Et puis, autre élément pris en compte, ce sont les données médico-économiques. Et médico-économiques qui vous permettent de dire combien vous devrez payer pour éviter un cas de maladie ou un décès lié à la maladie ou les séquelles liées à la maladie. Et ça se fait à partir d'une modélisation de la maladie en prenant compte
les caractéristiques du vaccin, ce qui permet de calculer ce qu'on appelle le CALI, c'est-à-dire combien vous devez payer pour économiser une année de vie ajustée sur la qualité de vie, ou l'ICER, c'est-à-dire comparer à une stratégie de référence combien vous devez payer pour économiser un CALI. Une autre étape intervient et est importante une fois que les recommandations ont été émises, c'est la problématique du remboursement. En effet, l'introduction d'une nouvelle vaccination au calendrier vaccinal ne doit pas créer ou ne doit pas aggraver les inégalités sociales de santé. Et de ce fait, alors certains vaccins sont gratuits, le vaccin contre la grippe, le vaccin ROR jusqu'à 18 ans, ou les vaccins qui sont délivrés lors des campagnes de vaccination, alors que les autres sont remboursés par l'assurance maladie, sur proposition de la Commission de la transparence, qui appartient également à la HAS, et en fonction du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu par ce vaccin. Et habituellement, les vaccins qui sont inscrits au calendrier vaccinal sont remboursés à 65%, la seule exception étant le Zona qu'il est à 30%, et les mutuelles, plus de 90% des Français ont une mutuelle, compensent le reste à charge. Alors vous avez ici le schéma général de l'élaboration et de la mise en place des recommandations vaccinales à partir de saisines qui viennent le plus souvent du ministre de la Santé, mais qui peut être une autosaisine. La Commission peut s'autosaisir sur un problème particulier, et les entreprises pharmaceutiques qui développent un nouveau vaccin peuvent demander à ce que ce vaccin soit examiné pour être inscrit au calendrier vaccinal. Donc, alors, ceci intervient en aval de l'AMM, puisqu'il faut que, pour que le vaccin soit examiné, il faut qu'il ait reçu une AMM, mais donc ceci est examiné par la Commission technique des vaccinations, avec l'intervention et la collaboration avec la Commission d'évaluation économique de santé publique pour ce qui est de l'évaluation médico-économique, et donc de la Commission de transparence qui va statuer sur le remboursement. Et tout ceci va arriver au ministère de la Santé, à l'assurance maladie pour ce qui est du remboursement, avec encore une étape qui est celle de la fixation du prix du vaccin, qui est assurée par une commission interministérielle qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, le CEPS. Voilà donc pour ce qui est de l'expertise vaccinale et de la manière dont sont faites les recommandations. Maintenant, je voudrais revenir sur un point qui a déjà été soulevé, sur lequel on a beaucoup insisté, qui est celui de la problématique de protection individuelle et collective. La protection collective, qui est conférée par la vaccination, qui est donc de par là un geste citoyen, justifie l'obligation vaccinale pour le législateur. Mais il faut quand même dire que tous les vaccins ne procurent pas une protection collective. C'est le cas du tétanos, c'est le cas du BCG, c'est le cas du Zona, c'est le cas du vaccin pneumococcique conjugué, qui ne donne qu'une stricte protection individuelle. Et que pour qu'un vaccin entraîne une immunité, une protection collective, il faut bien sûr qu'il s'agisse d'une maladie à transmission interhumaine, ce qui n'est pas le cas du tétanos, et que le vaccin soit capable de réduire la circulation du germe ou de bloquer la transmission en agissant sur le portage. Alors, à partir d'un certain seuil, qu'on appelle le seuil d'immunité de groupe, eh bien, lorsqu'un vaccin crée une protection collective, à partir du seuil d'immunité de groupe, eh bien, la maladie va s'arrêter de circuler. Ce seuil d'immunité de groupe, il est variable, et il est variable en fonction de la contagiosité de la maladie. Et on peut mesurer ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction intrinsèque, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont être contaminées par la maladie lorsqu'on introduit un malade dans une population vierge. Et puis, une fois qu'on a calculé ce R0, eh bien, on peut déterminer le seuil d'immunité de groupe. On peut le calculer de façon mathématique par la formule 1 moins 1 sur R0.
Et donc ce seuil d'immunité de groupe, il est variable. Les maladies très contagieuses comme la rougeole, le seuil d'immunité de groupe, il est de 95%, alors qu'il est sensiblement plus bas pour des maladies comme la diphtérie, où il est de l'ordre de 80%, ou également l'hépatite B, où les seuils d'immunité de groupe sont plus bas. Alors, ce seuil de l'immunité de groupe, est-ce que c'est une conception théorique ou comment est-ce qu'on l'a démontré? La première démonstration du seuil d'immunité de groupe, de l'immunité de groupe, a été faite aux États-Unis après la mise en place en 1954 d'un programme de vaccination universelle contre la polio. Et les Américains ont regardé la moyenne du nombre de cas de polio qui avait été observé dans les 4 années précédant la mise en place de la vaccination. Ils ont modélisé le nombre de cas attendus en l'absence de vaccination. Ils ont modélisé le nombre de cas attendus en appliquant l'efficacité du vaccin, qui était de l'ordre de 80%. Et puis, ils ont mesuré le nombre de cas qui avaient été effectivement observés. Et on voit que le nombre de cas effectivement observés est très inférieur au nombre de cas attendus compte tenu de l'efficacité du vaccin. Eh bien, ceci prouvait que le vaccin protégeait bien sûr les vaccinés, mais également les non-vaccinés, et c'est ce qu'on a appelé l'immunité de groupe, en anglais la herd immunity. Pour revenir chez nous, une autre démonstration du caractère effectif de cette immunité de groupe peut être montrée à partir des données épidémiologiques concernant les infections à pneumocoque. Depuis le début des années 2000, on vaccine tous les nourrissons contre le pneumocoque, avec une couverture vaccinale qui a dépassé les 90% à partir de 2010. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé de façon non surprenante une chute de l'incidence des infections à pneumocoque chez les nourrissons vaccinés et les enfants vaccinés, de l'ordre de moins de 50% chez les enfants vaccinés, mais on a également observé une chute de l'incidence de la maladie dans toutes les tranches d'âge, y compris les personnes âgées de plus de 65 ans, avec une réduction de l'incidence de l'ordre de 40%. C'est vraiment une belle démonstration de ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Alors, cette immunité de groupe, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose de fragile, et quand on l'a atteint et qu'on passe sous la barre, eh bien, on paye l'addition. Et 2 exemples où ça s'est passé, c'est l'Angleterre avec la coqueluche. Dans les années 70, il y a des polémiques sur les effets indésirables du vaccin coquelucheux, qui arrive à pratiquement un arrêt de la vaccination contre la coqueluche, et très rapidement, on voit réapparaître les épidémies de coqueluche et les morts contre la coqueluche. Entre-temps, les Anglais avaient mis en place des grandes études épidémiologiques qui avaient totalement innocenté le vaccin contre la coqueluche. La vaccination a repris et tout est rentré dans l'ordre. Autre exemple, les pays de l'Est. Dans les années 90, le système soviétique s'est effondré et avec lui, tous les systèmes de santé des pays communistes. On a arrêté de vacciner les nourrissons. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, on a vu réapparaître de grandes épidémies de diphtérie qui ont touché les nourrissons, qu'on ne vaccinait plus, mais qui ont également touché les adultes, prouvant bien que le rempart à la réintroduction de la diphtérie, c'était d'avoir un taux de couverture vaccinale élevé chez les nourrissons. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque, non pas on a été au-dessus du seuil et on passe dessous, mais lorsqu'on n'a jamais atteint le seuil? Et c'est le cas de la France. On dit qu'à propos de la rougeole que c'est parce que la couverture vaccinale a baissé. C'est faux. La couverture vaccinale contre la rougeole en France n'a jamais baissé. Elle n'a toujours fait qu'augmenter, mais elle a toujours été en dessous de ce fameux seuil d'immunité de groupe. Qu'est-ce qui se passe quand on reste sous le seuil d'immunité de groupe? Eh bien, voilà, entre 2008 et 2011, grande flambée épidémique de rougeole, 25 000 cas déclarés, c'est-à-dire en réalité 50 000 cas, puisque la notification, c'est à peu près 1 cas sur 2. Donc 50 000 cas de rougeole, 35 cas d'encéphalite, 20 décès. Et puis, bon, ça se tasse, mais
on a périodiquement de nouvelles flambées épidémiques de rougeole, notamment en ce moment, et en Île-de-France d'ailleurs. Ceci donc conséquence de la non-atteinte du seuil d'immunité de groupe. Alors, quand on n'atteint pas le seuil d'immunité de groupe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, on accumule des réceptifs, puisqu'on fait suffisamment baisser la circulation du virus pour que les gens aient moins de risques d'être contaminés. Donc, on accumule des gens qui ont à la fois échappé à la vaccination et à la maladie. Et quand on craque une allumette là-dedans, le feu prend et on a des flambées épidémiques. En France, on a 1 million de personnes qui sont réceptifs à la coqueluche, à la rougeole, et c'est ce qui explique la survenue périodique de flambées épidémiques, avec un autre effet collatéral, c'est que l'âge de la maladie, c'est une maladie de l'enfant, l'âge de la maladie est déplacé vers l'âge adulte. Or, la rougeole est beaucoup plus grave chez l'adulte que l'enfant. Et actuellement, dans les cas déclarés, plus de 50% des cas déclarés sont âgés de plus de 15 ans. Autre exemple de ce qui se passe lorsqu'on n'atteint pas l'immunité de groupe, c'est l'échec de la stratégie de vaccination contre le méningo C. En 2010, on a recommandé cette vaccination en choisissant de vacciner les grands nourrissons parce qu'il fallait qu'une dose, alors que si on vaccinait avant, il fallait 3 doses, en disant les nourrissons seront protégés par l'immunité de groupe que l'on va obtenir en vaccinant non seulement les nourrissons, mais les enfants, les adolescents et les adultes jeunes. On ne les a pas vaccinés. On ne les a pas vaccinés, total, eh bien voilà, chez les enfants de moins de 2 ans, eh bien, on est le seul pays en France à avoir mis en place un programme de vaccination contre le méningo C et où l'incidence du méningo C a augmenté. Mais la France est un pays riche, elle peut à la fois payer la vaccination et la maladie. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire des obligations vaccinales? Je n'ai jamais été un fanatique de l'obligation vaccinale, mais il faut reconnaître que lorsque le succès d'un programme de vaccination dépend de l'obtention d'une immunité de groupe, l'obligation vaccinale peut paraître licite, voire nécessaire, si l'organisation du système de prévention ou les conditions d'acceptabilité ne permettent pas de garantir de l'obtenir par une simple recommandation. Et malheureusement, c'est bien le cas en France, puisqu'on a vu cette enquête qui montre que la France est la championne du vaccinoscepticisme, avec 40% de personnes qui pensent que les vaccins sont dangereux. Et puis également cette étude qui montrait que si on levait l'obligation vaccinale, eh bien 15 à 20% des parents ne feraient pas vacciner leurs enfants contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Alors je termine, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les contestations vaccinales sont nées avec la vaccination, c'est vrai, on l'a rappelé. Les mouvements anti-vaccinaux sont nés il y a plus d'1 siècle. Ils alimentent les peurs par la désinformation sur les accidents attribués aux vaccins, leur inefficacité, leur inutilité. Je vais être provoquant, ils sont parfois aidés par la justice, qui indemnise pour des effets indésirables qui n'existent pas. Et quand c'est la justice, il y a évidemment derrière des experts de justice. Ce qui a renforcé le problème, c'est qu'en France, les autorités de santé, depuis 1997, sont passées tout sous la table chaque fois qu'il y avait une contestation sur la vaccination, laissant aux seuls experts le soin de gérer la problématique, alors qu'on les attaquait pour leur soi-disant conflit d'intérêts. Et l'Internet et les réseaux sociaux leur ont donné un pouvoir de nuisance considérable. Voilà, pour conclure, je dirais que la protection collective est mise en péril par l'hésitation vaccinale, à partir d'arguments largement irrationnels, ce qui pose un problème de santé publique, mais ce qui, et je le déplore personnellement, remet en cause une conception humaniste de la santé publique. Et ceci a amené la France
a tranché dans un sens qui est parfaitement en ligne avec sa tradition jacobine. Je vous remercie. La tutelle, le politique a été complètement absent depuis 1997 et que Agnès Buzyn a le courage de dire « je siffle à la fin de la récréation ». Et ça, je pense que les professionnels de santé l'ont apprécié. Peut-être précisément parce que c'est une professionnelle de santé.